Dans les temps anciens, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre une politique d'expulsion des objets étranges et des monstres à grande échelle. Les gens appelaient cette pratique « purification des monstres ». Et le jeune homme, connu sous le nom de tueur de démons, travaillait pour un cirque. Ce n'était pas vraiment un cirque, mais plutôt comme une arène pour divertir les gens à l'extérieur. Le chef du cirque a accidentellement acheté un gobelin capturé pour l'utiliser comme artiste. Et dans ce cirque, la plupart n'étaient pas humains, mais des démons et des monstres. Le lendemain matin, il est sorti se promener et a été suivi par un groupe d'enfants. Il les a effrayés, les faisant fuir de peur. Il a ensuite acheté une bouteille de bière et a vu des gens battre un chat, pensant que c'était un démon. Comme le tueur de démons était présent, on lui a demandé de s'en occuper, mais il pensait que c'était juste un chat. Alors il ne l'a pas frappé, mais l'a simplement chassé d'un geste. Bien que les gens aimaient le voir combattre des monstres, il n'aimait pas être associé à lui dans la vie réelle. Cette nuit-là, il est monté sur scène à nouveau, et par coïncidence, ce chat était en fait un monstre. Après la performance, il a quitté la scène et a réalisé qu'il était suivi. La fille qui le suivait est sortie en courant quand elle ne l'a pas vu dans la pièce et a été attrapée par lui. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans cette cage, alors il s'est approché, ce qui l'a amené à contre-attaquer. Elle a sorti une arme à feu, mais il s'est approché encore une fois et a maintenu l'arme au sol. Il l'a bientôt maîtrisée lorsqu'une voix de la cage lui a dit d'épargner cette jeune femme. La jeune femme a alors rangé le pistolet et a pris la cage. La voix intérieure savait qui il était vraiment. C'était un demi-démon sur lequel on avait fait des expériences et qui avait de nombreux démons implantés dans son corps. Il trouvait aussi difficile de rester sain d'esprit et utiliser le pouvoir démoniaque chaque jour le conduirait bientôt à être consumé par les démons. La voix voulait passer un accord avec lui. La cage a ensuite été dévoilée, révélant la tête d'une fille. Elle était immortelle, nommée Aya, et elle lui a demandé de la tuer. En retour, elle lui offrirait un moyen de prolonger sa vie. Elle avait vécu pendant plus de 900 ans, et les démons étaient les seules créatures capables de neutraliser son immortalité. Mais celui qui lui a fait du mal était un demi-démon, donc son pouvoir n'était qu'à moitié et il n'a pas pu la tuer complètement. Il y a 1 an, elle a été approchée par un demi-démon qui a pris son corps. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais a seulement vu son maître, un vieil étranger avec une voix rauque et une canne. Elle voulait trouver cette personne mais n'avait aucun indice, alors elle est venue le voir. En tant que semi-démon avec plus de démons que d'humains, elle n'était pas sûre qu'il puisse la tuer. Il voulait ensuite aller ailleurs pour discuter, car cela aurait été gênant si le propriétaire du théâtre les trouvait et le faisait jouer à nouveau. Il a ensuite dit son nom pour faciliter la communication. Il s'appelait Shinichi. Aya se demandait alors pourquoi il avait soif de vivre tout en continuant à se produire, malgré le fait qu'il savait qu'il serait bientôt dévoré par les démons. Il a admis qu'il le savait, mais se produire et devenir un démon faisait partie de son intention. S'il perdait la tête et se transformait en démon pendant sa performance, les gens qui l'ont toujours vu comme divertissement seraient les premières victimes, et il voulait voir combien il pourrait en tuer avant d'être arrêté. C'était la façon de mourir qu'il pensait être la plus amusante et qui pourrait rectifier la société. Mais quand elle a dit qu'il y avait un moyen de l'aider à prolonger sa vie, il a abandonné cette idée. Cependant, il a dit franchement qu'il ne la tuerait pas parce qu'elle ne voulait pas vraiment mourir, mais était juste ennuyée de vivre avec seulement une tête, mais il était prêt à l'aider à récupérer son corps, parce que le vieil homme qui avait volé son corps était celui qui l'avait transformé dans cet état. La canne du vieil homme avait la lettre M gravée dessus et Aya a confirmé que c'était correct. Alors maintenant, l'accord a changé. Aya savait que son corps était en Europe, ce qui signifiait qu'ils auraient un long voyage pour le retrouver. Ensuite, il a demandé à Aya comment il pouvait prolonger sa vie, et Aya lui a dit qu'il devait juste manger une partie de son corps. Mais bien sûr, rien sur cette tête n'était autorisé. Elle a réalisé que les fluides corporels fonctionnaient aussi, alors elle a demandé s'il préférait la sueur ou la salive. Il a choisi la seconde option et Aya lui a demandé de s'approcher. Ils ont utilisé ce baiser comme contrat pour coopérer ensemble. Pendant ce temps en France, un père vampire et son fils chassèrent le cerf. Le père voulait utiliser un fusil, mais ne pouvait pas suivre la vitesse du cerf, il s'est donc précipité pour l'attraper à la main. Le fils a demandé à son père pourquoi il avait apporté une arme si on ne pouvait pas l'utiliser, et il a répondu que c'était un cadeau du maire donc il devait l'essayer. Les vampires avaient commencé à interagir avec les humains depuis la mort du comte Dracula, car vivre avec les humains semblait plus sûr que de les affronter. En revenant, le fils a demandé pourquoi son père gardait des objets en argent, et il a dit que c'était pour empêcher d'autres chasseurs de les utiliser contre eux.
En entrant dans le stockage, il a découvert une balle en argent tachée de sang de vampire et est allé chercher les membres de la famille de manière frénétique. Il a trouvé son fils aîné et le majordome, et en demandant des nouvelles de sa femme et de sa fille cadette, il a appris que sa femme était dans la chambre et que sa fille cadette chantait avec la bonne. Il n'y avait aucun signe d'intrus. Il est allé chercher sa femme dans la chambre et a eu le cœur brisé de découvrir qu'elle était décédée d'une blessure par balle. Quelques jours plus tard, des journalistes ont commencé à venir à la maison pour le trouver. Il était le comte Godard et parce qu'il avait vécu pendant 20 ans sans boire de sang humain, il avait les droits d'un citoyen. Mais il y avait encore des extrémistes et des éléments discriminatoires qui le visaient. Il était alors entouré de journalistes. Il ne voulait rien dire à la presse, mais une jeune fille nommée Annie, également journaliste, a demandé ce qu'il voulait faire à propos de cette affaire. Il a décidé d'engager un détective parce que la police était trop négligente. En entendant parler du détective qu'il avait engagé, Annie soupçonnait qu'il avait engagé le duo Aya et Shinichi pour enquêter et résoudre l'affaire, ce qu'il a confirmé comme étant correct. Les deux étaient maintenant emmenés en calèche pour rencontrer le comte Godard. Selon lui, ils avaient déjà résolu plusieurs affaires liées à des monstres. Bien que leurs identités et la vérité soient encore quelque peu vagues, ils étaient au moins plus dignes de confiance que la police. À son arrivée, Tsuneki a négocié avec le cocher. Il a discuté du trajet chaotique, demandant un prix légèrement inférieur. Aya voulait qu'il arrête d'intimider le pauvre homme, mais il a quand même insisté pour réduire le prix d'une pièce, ce que le cocher a dû accepter. Mais Tsuneki n'avait pas d'argent, alors il a dit au cocher d'obtenir l'argent du comte. Le cocher est ensuite allé en pleurant au comte pour se plaindre d'avoir été malmené par Tsuneki. Le comte a dit au majordome d'aller chercher l'argent pour payer. Tsuneki s'est présenté au comte et quand le comte a entendu la voix d'Aya, il a pensé que c'était la femme de chambre, Shizuku, qui parlait. Mais Aya a demandé à Shizuku d'aller ranger leurs bagages, ce qui a encore plus embrouillé le comte car il ne pouvait pas dire d'où venait la voix d'Aya. Quand ils sont officiellement passés aux choses sérieuses, Tsuneki a levé le voile et a montré au comte et à ses deux fils qu'Aya n'avait qu'une tête et qu'elle pouvait encore vivre en bonne santé. Comme elle n'avait qu'une tête, elle ne pouvait utiliser principalement que son cerveau. Elle a demandé au comte de raconter toute la scène de crime. Il les a emmenés dans la chambre de sa femme pour examiner la scène là-bas. Parce que les corps de vampires se décomposent très rapidement, sa femme avait déjà été enterrée, mais il y avait encore des photos. En les regardant, il semblait que sa femme avait été poignardée dans le cœur avec quelque chose comme un pieu. Il n'y avait aucun signe de lutte sur son visage, donc elle devait dormir à ce moment-là. Cela signifiait que le tueur avait poignardé directement dans son cœur avec un pieu. Le dos de la chaise n'était pas éraflé et le fait que le meurtrier ait pu passer les sens aiguisés du vampire montrait qu'il devait être très expérimenté. Il n'y avait pas de blessures externes, donc le meurtrier a peut-être utilisé de l'eau bénite pour dissimuler certaines choses sur les lieux. La bouteille d'eau bénite était encore là avec des taches de sang sur le goulot. Un autre problème était le pieu en argent trouvé dans le stockage, dont seul le comte et le majordome avaient pour les clés. Si les vampires touchent de l'argent, même à travers le tissu, cela provoque une sensation de brûlure qui ne peut pas guérir. À partir de cela, Aya a déduit 7 points. Premièrement, le meurtrier devait être une connaissance proche pour tromper les sens de la dame. Deuxièmement, pourquoi le meurtrier a-t-il agi la nuit alors que les vampires sont plus faibles pendant la journée? Troisièmement, la serrure de l'entrepôt a été retrouvée cassée, et pourquoi la bouteille d'eau bénite a-t-elle été laissée derrière? 4. Comment le meurtrier savait-il qu'il y avait un pieu en argent dans le stockage et savait-il exactement où se trouvait la chambre de la dame et quand elle dormait? 5. Pourquoi le meurtrier a-t-il remis le pieu en argent dans le stockage? À ce stade, le comte a commencé à se sentir étourdi. Soudain, sa fille cadette est venue le chercher, mais a été effrayée par Tsuneki. Aya a dit qu'elle révélerait les 6e et 7e points plus tard. Ensuite, elle a dîné avec toute la famille du comte. Le cocher a également été invité à se joindre, mais il regardait autour de lui avec suspicion. Il a été très surpris qu'Aya n'ait qu'une tête. La famille du comte ne buvait que du sang pour maintenir leur force, tandis que les autres avaient des plats normaux. Aya n'avait pas besoin de manger du tout. La famille du comte était sceptique quant aux capacités des deux détectives, et pensaient même qu'ils étaient tous deux des imposteurs et peu fiables. Bien que le comte les ait trouvés excentriques, mais très perspicaces lors de l'enquête. Aya a décidé de se vanter un peu lorsque le cocher a demandé comment elle savait qu'il avait des problèmes avec sa femme. Il était alcoolique, mais sa femme lui avait interdit de boire pendant longtemps.
D'abord, elle a regardé sa chemise, qui avait quelques taches décolorées indiquant qu'il renversait souvent de la nourriture dessus, ce qui obligeait sa femme à la nettoyer constamment. On ne renverse de la nourriture si souvent que lorsqu'on est ivre. Ensuite, bien que sa barbe n'ait pas été rasée, sa chemise était très propre avec un bouton recousu, et il semblait ne pas avoir bu depuis une semaine car sa chemise n'avait pas été lavée depuis une semaine. Il était clair que sa femme en avait assez d'un mari ivre. Alors il devait écouter pour préserver la paix familiale. Il savait qu'il devait chérir davantage cette épouse attentionnée, alors il a décidé d'arrêter de boire. Le fils aîné du comte était convaincu et pensait qu'elle ressemblait au détective Sherlock Holmes. Aya a ensuite demandé plus d'informations sur l'affaire. Le corps a été découvert à 1h30 et la famille avait l'habitude de dîner à minuit comme ça. À 12h30, sa femme a fini de manger et est allée se reposer dans sa chambre. Après le repas, il est allé rejoindre son fils aîné à la bibliothèque pour discuter de la gestion de la ville. La plus jeune fille y était aussi, puis il est allé chasser. Quand il est entré dans l'entrepôt pour prendre son équipement, rien n'était inhabituel. Quand il est sorti, son deuxième fils a demandé à l'accompagner et ils ont été ensemble dans la forêt jusqu'à leur retour. Il a tiré 3 coups de feu sur des cerfs, mais a raté. Le fils aîné a également entendu ces 3 coups de feu. Après que le père soit allé à la chasse, le fils aîné est retourné dans la salle de lecture et a envoyé sa sœur être surveillée par la bonne. Aya a demandé au deuxième fils ce qu'il avait fait entre la fin du repas et le moment où il est parti chasser. Se sentant suspecté, il a protesté, mais s'il est innocent, il n'y a rien à craindre. Le deuxième fils était le plus suspect parce que de 12h30 à 1h, il était juste dans sa chambre et n'a entendu aucun bruit. Aya a demandé à la femme de chambre ce qu'elle avait fait de 12h30 à 1h30. Elle a dit qu'elle faisait juste le ménage et qu'ensuite elle a vu la jeune demoiselle embêter son frère. Alors elle a joué avec elle jusqu'à 1h30. Entre-temps, elle est allée aux toilettes pendant environ 1 ou 2 minutes, puis est revenue. La plus jeune fille l'a confirmé. Quant au majordome, il travaillait simplement et organisait l'emploi du temps du comte. Il était toujours seul pendant cette période. Après avoir entendu les explications, Aya a constaté que le fils aîné et le majordome n'avaient pas d'alibi. La raison pour laquelle elle pensait que le coupable était quelqu'un dans la maison était parce que, comme elle l'avait expliqué plus tôt, il était très difficile d'expliquer si le tueur était un étranger. La plus jeune fille est partie en courant, ce qui a poussé la domestique à la poursuivre. Ils ont ensuite terminé le repas et Aya a demandé à Sejuku de surveiller les 2 serviteurs de cette maison. Comme le fils aîné était peu susceptible d'être le coupable, il est également venu et les a menacés de ne pas être celui qui a tué sa mère. Aya savait aussi qu'il n'était pas le coupable parce qu'elle avait observé les mains de tout le monde pendant le repas et les 3 vampires n'était pas blessé, prouvant qu'il n'avait pas tenu le pieu. Pour l'instant, Aya devait aller trouver ce pieu pour vérifier. Pendant ce temps, Sejuku surveillait les 2 domestiques dans la maison du comte. Il était 1h, donc le majordome voulait aller travailler, mais Sejuku l'a arrêté. La domestique a informé que le comte et Shinachi étaient allés dans la forêt, ce qui rendait le majordome un peu mal à l'aise et inquiet. Pendant ce temps, alors qu'il marchait, le comte racontait comment il avait entendu parler d'une créature que l'on croyait immortelle et qui vivait depuis plus de 1000 ans. Mais Aya a révélé que cette créature immortelle avait aussi une faiblesse, les démons. Les démons pouvaient tuer les immortels, mais avaient une très faible défense et pouvaient mourir juste d'une balle. Les humains avaient exterminé presque tous les démons et très peu restaient de maintenant. Le comte réalisa qu'ils parlaient tous deux d'eux-mêmes, un démon et un immortel. Tous deux savaient qu'ils étaient exposés, alors ils ne le cachaient plus. Soudainement, le comte a été attaqué, alors il a éteint les lumières et a demandé la permission de se précipiter pour attraper cette personne. Il a attrapé le chasseur très rapidement et a pensé qu'il avait tué sa femme, mais Aya lui a demandé d'épargner cette personne. La manche de cette personne était couverte de poussière de charbon, prouvant qu'il avait été dans un train pendant longtemps. Il a dit qu'il était venu ici pour venger un chasseur qui avait été tué par le comte, mais cette personne avait d'abord attaqué le comte, donc il ne faisait que se défendre. Il a ensuite raconté l'histoire de ce chasseur qui avait prévu de tuer le comte et était très confiant parce qu'il avait de l'aide. Ce chasseur avait apporté un pieu et il ne savait même pas que le pieu était en argent. Aya voulait que le comte laisse cette personne partir parce qu'il avait appris une leçon. Aya a révélé que grâce à ce chasseur, elle n'avait plus besoin d'errer dans la forêt. Elle voulait qu'il revienne et rassemble tout le monde pour qu'elle puisse résoudre l'affaire.
En revenant, Aya a annoncé que le meurtrier était l'un des présents. Le fils aîné ne voulait pas le croire, mais le comte voulait d'abord l'écouter. Elle a évoqué 7 soupçons. Tout d'abord, le meurtrier était quelqu'un de familier, donc il pouvait déjouer la comtesse. Deuxièmement, le meurtrier a agi la nuit au lieu de le faire pendant la journée. Troisièmement, le meurtrier a laissé la bouteille sur les lieux. Quatrièmement, le meurtrier connaissait bien l'emploi du temps du château. Cinquièmement, le tueur a délibérément laissé le pieu en argent dans l'entrepôt. La 6e suspicion concernait le son. Quand la comtesse a été tuée, le fils aîné et le majordome étaient près de sa chambre mais n'ont rien entendu, ce qui était très étrange. Tous les deux n'avaient pas d'alibi, mais il était peu probable qu'ils soient complices, alors elle a suspecté que le crime avait eu lieu avant 13 h. Le tueur a dû placer quelque chose entre les deux pour étouffer le bruit du pieu enfoncé, mais la scène n'avait qu'un manteau, donc le tueur a peut-être uniquement utilisé la force du poignet pour le faire. Pourquoi le tueur n'a-t-il pas utilisé un marteau pour enfoncer le pieu alors que le bruit du marteau n'aurait pas été inhabituel car la comtesse réparait souvent les meubles? Peut-être que le coupable craignait que le marteau n'endommage le pieu. Cela a conduit à la conclusion que le pieu qui a causé le meurtre n'était pas en argent. Le pieu en argent que le comte a vu dans l'entrepôt pourrait bien avoir été taché de sang comme un leurre. Mais quel matériau pourrait causer la mort de la comtesse tout en étant facilement cassable si on le martèle? Elle mit cela de côté pour passer au 7e soupçon. La bouteille qu'elle a trouvée dans la chambre de la comtesse n'était pas réellement utilisée pour contenir de l'eau bénite. Parce que la bouteille était sale et non nettoyée à l'extérieur, elle devait être sale à l'intérieur. Si elle contenait de l'eau, comment pourrait-elle être sale? Ainsi, la bouteille ne devait pas contenir d'eau dès le départ et a été placée sur les lieux comme un faux. Mais la blessure de la comtesse montrait des signes de dommages causés par de l'eau bénite. De cela, elle a déduit que le coupable devait avoir congelé de l'eau bénite en pieu pour commettre le crime. Ils ont utilisé le manteau sur les lieux pour couvrir les éclaboussures de sang. Le pieu a fondu rapidement et a blessé la peau de la comtesse. Le coupable a pris le sang de la comtesse et a attendu que le comte parte chasser, puis est allé à l'entrepôt et a mis en scène une fausse scène de crime. Le but était de faire croire au comte que le crime avait eu lieu après 1 heure, pas avant. Ainsi, la personne sans alibi de 12h30 à 13h serait le coupable. 2 personnes répondaient à ce critère, la domestique et le 2e fils. Mais cette personne devait être assez forte pour enfoncer le pieu et avoir peu de temps pour créer une fausse scène de crime. La personne la plus suspectée était toujours le 2e fils. Le 2e fils a soutenu qu'il était un vampire et qu'il ne pouvait pas tenir de pieu en argent ou d'eau bénite. C'était vrai, mais si le coupable s'était coupé la main et l'avait régénéré, ce serait différent. De cela, on pouvait être certain que le 2e fils était le meurtrier. Il est immédiatement devenu nerveux et s'est jeté sur Aya, mais a été attrapé par Shinachi et jeté dehors. D'après Aya, la raison pour laquelle le 2e fils était le coupable était qu'il était aussi opposé à et détestait les humains. Mais le comte a choisi de se lier d'amitié avec les humains, alors il a créé cette situation pour le faire revenir à la raison. C'est lui qui a contacté le chasseur et a créé une opportunité pour que ce chasseur attaque le comte et vole le pieu de fer et le récipient. Étant donné que la famille du comte visitait fréquemment l'église, il pouvait facilement prendre de l'eau bénite et la mettre dans le récipient de pieu en fer du chasseur, puis la laisser dans la forêt la nuit pour qu'elle gèle. Le reste s'est déroulé comme on l'a vu. Le 2e fils essayait maintenant d'attaquer Shinachi, mais il n'était pas à la hauteur pour lui. Shinachi battait le 2e fils tout en racontant sa propre biographie à celui-ci. Alors qu'il terminait de ranger, il retourna vers Aya. Elle et Shinachi étaient sur le point de partir, et à l'approche de l'aube, la jeune journaliste Annie arriva. La fille et le groupe de Shinachi se connaissaient d'avant, donc elle savait qu'Aya n'avait qu'une tête. Shinachi a suggéré que si elle voulait se renseigner sur l'affaire, elle devrait demander au majordome. Shigeku et Shinachi ont recommencé à se poursuivre, tandis qu'Aya demandait au comte s'il allait bien. Il avait perdu une épouse et maintenant un fils, mais il devait encore révéler la vérité au monde entier. Aya lui a demandé à propos de la personne avec une canne s'il avait rencontré cette personne récemment et a été invité à Londres, mais il avait refusé. Avec un nouvel indice, Shinachi et Aya ont poursuivi leur voyage. Pendant ce temps, dans un train, 2 nouveaux personnages sont apparus. Celui aux cheveux blancs était connu comme le fantôme de l'opéra et le blond avait une demande pour le fantôme, voler un diamant dans un musée à Londres où le détective Sherlock Holmes opérait. Le fantôme a accepté la mission. À ce stade, le groupe de Shinachi et Aya était arrivé à Londres.
Selon la presse anglaise, la personne qui a engagé le fantôme de l'opéra était le maître voleur, Lupin. La journaliste, Annie, les avait également suivis là-bas. Le groupe de Shinhachi se dirigeait vers une boutique de Cannes pour demander une liste de clients. En sortant et entrant dans une ruelle, ils ont rencontré deux hommes qui voulaient la liste de clients que Shinhachi portait. Soudain, ils ont été arrêtés par la police et emmenés dans une voiture. Dans la voiture, il y avait aussi une paire de jumeaux qui avaient été arrêtés. Aya et l'autre homme ont reconnu ces deux-là comme des voleurs à cause de leurs poignets rouges causés par le port d'objets lourds et de la sueur sous leurs ongles, indiquant qu'ils avaient transporté des objets en céramique lourds. Leur déduction correcte a poussé l'un d'eux à avouer par inadvertance. Le journal a rapporté qu'une figure célèbre, connue sous le nom d'Iron Man, engageait des détectives pour enquêter sur le voleur, Lupin, qui visait son trésor. Par coïncidence, les deux détectives qu'il a embauchés étaient Aya et Sherlock Holmes était celui qui voyageait avec eux dans cette voiture. Lorsque la police s'en est rendu compte, ils ont dirigé la voiture vers le manoir de Iron Man. Au manoir, nous apprenons que Iron Man et son majordome avaient établi un record en faisant le tour du monde en 80 jours. Annie, maintenant à l'extérieur de la grille du manoir, était ravie de voir les deux célèbres détectives. En même temps, le fantôme de l'opéra avait également entendu cette nouvelle. Quand ils ont rencontré l'homme de fer, il n'était pas trop surpris de rencontrer Aya, car il avait entendu parler de la personne immortelle. Aya pensait qu'elle n'enquêtait que sur les monstres, donc ce cas pourrait ne pas être très utile. Mais pour lui, le maître voleur, Lupin, n'était pas différent d'un monstre. Les deux détectives pensaient toujours que deux d'entre eux étaient excessifs, mais ils ont continué avec l'affaire. Le maître voleur, Lupin, avait envoyé une lettre annonçant qu'entre 11h et 11h30 le 19, il viendrait voler le diamant nommé la pénultième nuit. La raison de ce nom était que le diamant était de couleur noire. Il avait de la valeur et n'avait jamais été exposé, conservé dans un sous-sol fortifié en dessous et entouré d'un fossé. Au sud, il y avait un canal et un canal souterrain assez grand pour qu'une personne puisse y entrer. Sherlock avait fait fermer la zone. Le diamant était protégé par plus de 100 gardes et policiers, ainsi que par les deux détectives et deux représentants d'une coopérative d'assurance fondée il y a 2 ans. D'après l'enquête de Lupin, la coopérative comptait 7 membres les plus forts qui prendraient toutes les mesures pour protéger leurs clients. Ils portaient tous du blanc et étaient extrêmement compétents. Le premier à arriver pour protéger Iron Man était le représentant numéro 5, Reinhold, et le second était le représentant numéro 7, Fatima. Aya a reconnu Reinhold comme celui qui la gênerait le plus. Il a ouvertement exprimé son aversion pour Aya et Shinhachi parce qu'ils n'étaient pas humains. L'homme de fer a ensuite conduit tout le monde au sous-sol pour entrer dans la pièce contenant le diamant. Cet endroit nécessitait 3 clés et 4 personnes pour pousser la porte ouverte. La nuit pénultième était conservée dans un coffre-fort au design complexe. Cependant, le diamant n'était qu'un produit synthétique, donc il ne valait pas beaucoup d'argent. Aya a remarqué que le coffre-fort était en argent, un métal que les vampires et les loups-garous n'apprécient pas. Le diamant à l'intérieur doit avoir une histoire. Il y a 20 ans, un ami d'Iron Man a excavé un diamant d'une relique du XIVe siècle. Il a placé le diamant dans un coffre-fort et l'a donné à Iron Man qui a mis 10 ans à déchiffrer son mécanisme sophistiqué pour récupérer le diamant. Sur la surface du diamant, il y avait des inscriptions traduites par Aya mentionnant spécifiquement des loups-garous. Après avoir enquêté sur l'origine du diamant, Iron Man a appris que dans le sud de l'Allemagne, il y avait autrefois une tribu de nains prospères qui avait été exterminée par la tribu des loups-garous. Ils étaient tellement rancuniers que pour se venger, ils ont transmis à leurs descendants l'emplacement de la cachette de leurs ennemis à travers un diamant incassable et un coffre-fort en argent que l'ennemi ne pouvait pas toucher. Maintenant, parlons de la chambre. Outre les serrures mentionnées ci-dessus, la chambre dispose d'un microphone pour communiquer avec l'extérieur, une bouche d'aération en spirale au plafond, bloquée par un treillis métallique pour empêcher le passage des humains. C'est assez d'exploration pour aujourd'hui. Avant de partir, Sherlock a chuchoté quelque chose à Iron Man. Shinhachi a demandé à Aya si elle avait un moyen de gérer Lupin et elle avait pensé à une méthode. L'après-midi du 19 janvier, le groupe de Shinichi est allé s'asseoir au bord de la rivière. Iya a dit qu'elle voulait visiter le musée de cire, alors Shizuku est allé demander des directions en suivant une carte. Pendant ce temps, l'assistant de Watson et le frère de Sherlock ont réalisé que la personne assise devant eux n'était pas Sherlock.
car les vrais ongles de Sherlock n'étaient pas aussi longs et le vrai Sherlock était juste derrière eux. Cette personne a enlevé son masque, se révélant être le maître voleur, Lupin. Le groupe de Shinichi suivait la carte menant au musée lorsque Shinichi a pensé à saluer Sherlock pour découvrir que Iya avait disparu. Il a accidentellement pris la cage à oiseaux de quelqu'un d'autre et s'est fait frapper par Shizuku. Lupin, à ce stade, a affirmé qu'il n'y avait pas de serrure qu'il ne pouvait pas casser, puis il a sauté dans une voiture conduite par un fantôme et s'est échappé, manquant de peu de heurter la servante Shizuku tout en parlant. Elle a demandé s'ils avaient vu une cage à oiseaux. Étant un admirateur de filles, Lupin a invité Shizuku à le rejoindre dans la voiture pour chercher ensemble. Shinichi a rencontré Annie par hasard à nouveau, alors ils sont aussi allés ensemble chercher. Chez son frère, Sherlock lui a rappelé d'être prudent avec les représentants d'assurance parce qu'il avait l'impression qu'ils n'étaient pas fiables. Mais ceux qui ont le plus influencé leur travail étaient le groupe de Shinichi et Iya, car l'avant-dernière nuit était l'indice pour retrouver la tribu des loups-garous. Donc, ils pourraient ne pas empêcher le diamant d'être volé et pourraient même essayer de le voler eux-mêmes. Dans la rue, la personne qui avait pris par erreur la cage d'Iya s'en était rendu compte et avait été surprise de la voir. Il a jeté la cage sur la route, ce qui a provoqué l'accident d'Iya avec une voiture. Mais dans ce malheur est arrivé un malheur encore plus grand, car la voiture qui l'a percutée appartenait aux jumeaux criminels d'avant. D'une manière ou d'une autre, ces deux-là avaient échappé à la police, mais ils avaient des vues sur Iya depuis leur première rencontre. À ce moment-là, Shizuku est arrivée et a vu Iya allongée sur la voiture des jumeaux, alors elle a fait un écart pour les poursuivre. Annie et Shinichi cherchaient également à proximité lorsqu'ils ont aperçu Iya et Shizuku, alors il s'est lancé à leur poursuite. Shinichi a sauté sur les toits et a sauté directement là où se trouvaient les jumeaux, réussissant à sauver Iya et à la ramener dans la cage. Lupin les a reconnus comme le groupe de messagers en cage à oiseaux. Et Iya a aussi reconnu Lupin car il portait une tenue identique à celle de Sherlock. Shinichi a présenté son alias en tant qu'assassin démon, mais lorsqu'il était prononcé, cela signifiait qu'il était plus fort que Lupin, ce qui poussait Lupin à vouloir apprendre de lui. Il a lancé des billes et a glissé dessus pour attaquer. Les deux jeunes hommes ont dansé dans les airs pendant un moment avant de retourner au sol. Shinichi a été frappé au front avec une bille et en conséquence a pris un uppercut à la mâchoire et s'est effondré. Lupin a averti le groupe d'Iya de rester à l'écart de cette affaire, mais il ne savait pas que tout était dans ses calculs. Big Ben a sonné 8 heures. Tout le monde devait passer par une fouille avant d'entrer dans le manoir d'Iron Man. Quand l'inspecteur français est arrivé, Sherlock a tiré sa barbe pour vérifier s'il était Lupin déguisé avant de lui serrer la main et de le faire entrer. En entrant dans la pièce, le groupe d'Iya avait laissé une lettre à Sherlock disant qu'il serait responsable de la sécurité sur le terrain. Sherlock l'a ignoré, pensant que seuls les monstres comprennent ce que pensent les monstres. Reinhold a refusé de rester dans cette pièce poussiéreuse et a également exigé de surveiller le terrain. Sherlock savait que c'était pour attraper Lupin plus facilement, alors il laissa faire. Ainsi, il ne restait que 6 personnes dans la pièce. Il restait encore 3 heures avant l'heure fixée, mais tout le monde a décidé de fermer la porte plus tôt. Tous étaient assis autour du coffre-fort argenté, attendant de voir ce que Lupin ferait. 10 heures. Soudain, il y a eu une explosion dans les douves en contrebas. Ayant entendu des rumeurs qu'un uniforme d'officier avait été volé, Sherlock a immédiatement dégainé son arme et tiré sur toutes les serrures, les rendant inutilisables. Maintenant, cette pièce était complètement scellée. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Même si un serrurier était appelé, cela prendrait 5 heures pour percer. Sherlock a eu cette idée parce que Lupin avait prétendu pouvoir ouvrir n'importe quelle serrure. Mais cela ne poserait pas de problème si la serrure elle-même ne pouvait pas être ouverte au départ. Les gens autour qui ont entendu cela ont pensé que Sherlock était vraiment un génie. À 10h55, comme il n'y avait toujours aucun signe de problème, Iron Man a suggéré que Sherlock et Watson posent leurs mains sur le coffre-fort. À 11h10, la pièce a commencé à trembler. La première explosion avait provoqué l'inondation de l'eau du fossé par la bouche d'aération. Sherlock a réalisé qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il avait été manipulé par Lupin, ce qui a conduit à la décision de détruire les serrures. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. En entendant que des personnes étaient piégées dans le sous-sol, Reinhold a envoyé Phantom les secourir tandis qu'il restait pour surveiller Lupin. Les oncles là-bas savaient avec certitude que l'eau ne pourrait pas remplir complètement la pièce, alors ils ne paniquaient pas trop encore. Ils prévoyaient de s'accrocher aux statues au plafond lorsque l'eau monterait, et Phantom était arrivé pour défoncer la porte et les aider à s'échapper. Cependant,
Lorsque toute l'eau s'est écoulée, le coffre-fort avait vraiment disparu et il était exactement 11h30. Personne ne savait comment Lupin avait volé le coffre-fort, même s'il était clair que la pièce ne pouvait pas être entrée ou sortie librement. Il voulait se réchauffer d'abord avant de décider quoi faire ensuite. Mais lorsqu'ils sont retournés à la cheminée et ont commencé à planifier, Sherlock a demandé d'emprunter des menottes à l'inspecteur français et l'a ensuite menotté. Sherlock savait qu'il était Lupin déguisé, car en marchant sur le pont, ses pas ne provoquaient pas le grincement du pont, donc le ventre à bière était faux. Lupin a immédiatement avoué, et la façon dont il avait volé le coffre-fort était en enfilant une corde à travers l'eau qui coule. Et lui, à l'intérieur de la pièce, a attaché la corde au coffre-fort pour que ses complices le tirent dehors. Lupin a enlevé son masque, mais était toujours confiant qu'il avait gagné. Cependant, ce coffre-fort ne contenait pas le diamant car Sherlock avait changé son emplacement et le vrai diamant était dans la poche là-bas. Mais quand ils ont regardé, il n'était pas là. Lupin avait réussi à le garder dans sa main et à utiliser une bombe fumigène pour s'échapper. Toute la maison était alors en chaos à la recherche de Lupin, mais il s'était échappé en utilisant un uniforme de garde volé. Lupin était décrit comme un voleur similaire à un personnage de la légende japonaise, Ishikawa Goemon. Il a été capturé et exécuté par ébullition, alors ses partisans étaient en colère et ont décidé de voler toutes les casseroles du monde. Les restaurants ont rencontré le plus gros problème car ils n'avaient pas de casserole pour leur entreprise. Pendant ce temps, Lupin et le fantôme se sont rencontrés à nouveau, l'un avec le diamant, l'autre avec le coffre, mais ce qu'il y avait dans le coffre était en fait Aya. Selon Shinichi, la façon dont ils ont attrapé les voleurs de peau était d'avoir quelqu'un à l'intérieur pour garder, et maintenant ils avaient utilisé une méthode similaire pour faire face à Lupin. Après avoir terminé l'histoire, Shinichi s'inclina et Aya révéla que Lupin avait pris Annie pour elle à ce moment-là, alors elle avait délibérément encouragé Shinichi à perdre pour rendre Lupin trop confiant. Au crépuscule, elle avait rencontré l'homme de fer et demandé à se cacher dans le coffre-fort. Elle devait garder le coffre-fort bien fermé tout le temps qu'elle s'y cachait pour attendre ce moment. Lupin savait qu'il avait été démasqué, mais il était confiant que son fantôme s'occuperait de Shinichi. Cependant, le fantôme s'était enfui, forçant Shizuku à le poursuivre. Reinhold était également arrivé et avait exigé de s'occuper de tout le monde en même temps, mais soudainement le pont à l'extérieur a été détruit, les laissant sans issue. Cependant, celui qui a détruit le pont n'était pas Lupin, mais le groupe de l'homme portant le bâton en forme de monsieur. Il avait conduit les gens ici pour trouver Lupin. Les membres de son groupe étaient tous des créatures non humaines. Ils ne visaient que le diamant, tandis que le sort de ses anciens amis dépendait d'eux. Puis, ils ont commencé à se séparer pour massacrer. Reinhold a attaqué Lupin, mais visait aussi Shinichi. Il a dû esquiver et utiliser la fuite de Lupin pour distraire Reinhold. Il a poursuivi Lupin et a exigé le retour du diamant, alors Lupin l'a jeté, obligeant Reinhold à aller chercher le diamant pendant que Shinichi poursuivait Lupin. Sherlock et le Dr Watson sont également arrivés et ont entendu la situation expliquée par Aya. Lorsqu'elle a entendu parler d'un groupe d'étrangers attaquants, elle a demandé à Sherlock de l'emmener avec elle car ses connaissances pourraient être utiles. Le fantôme, ayant échappé à Shizuku, a rencontré Fantôme. Elle chassait le fantôme car son nom figurait sur la liste de ceux qui devaient être éliminés. Elle a sorti 2 arcs et a forcé le fantôme à révéler son visage, mais se cacher n'a pas aidé le fantôme à échapper à ses flèches. Pendant ce temps, Sherlock et Aya étaient arrivés à la bibliothèque où de nombreuses personnes avaient été massacrées. En regardant le visage de l'auteur, Sherlock l'a reconnu comme Aliester, qui avait récemment fait la une des journaux pour avoir créé divers cultes fanatiques disséminés dans Londres. Les sectes se spécialisaient dans la réalisation de rituels brutaux. Sherlock avait compris le truc de son claquement de doigts qui consistait à faire jaillir une aiguille empoisonnée. Voyant qu'ils avaient tous les deux découvert son stratagème, il a décidé qu'il devait être éliminé. Pendant ce temps, l'inspecteur a accidentellement rencontré une femme vampire. Elle n'avait pas peur de son pistolet faible, alors Shizuku est venu aider. Cependant, Shizuku était toujours en mission pour trouver le fantôme, alors elle a demandé si l'un d'eux l'avait vu. Ni l'un ni l'autre ne savait, alors elle était sur le point de partir, mais la femme vampire ne le permettrait pas. Au même moment, Reinhold, Lupin et Shinichi étaient toujours dans une course-poursuite à 3 avec le diamant comme cible. Tous 3 ont poursuivi jusqu'à une église et ont accidentellement laissé tomber le diamant là-bas. Lupin a proposé de coopérer avec Shinichi. Reinhold est ensuite entré et Shinichi a commencé à le distraire par la conversation, ce qui lui a fait perdre sa concentration et a permis à Lupin de faire tomber un piano entier sur sa tête.
Pendant ce temps, le fantôme avait commencé à utiliser l'obscurité pour déjouer Phantom. Comme le fantôme était très habile à contrôler le son, Phantom ne pouvait pas déterminer son emplacement pour tirer. Shizuku avait commencé à perdre du terrain face au vampire immortel. Bien qu'elle ait des armes en argent qui pouvaient blesser le vampire, le toucher était un problème. Ce que Shizuku n'avait pas prévu, c'était que le sang du vampire était toxique. Le poison a touché Shizuku et l'a enchanté par le vampire. Sherlock, après une fusillade avec de la magie, s'est retrouvé à court de munitions. Aya avait demandé pourquoi ils avaient besoin du diamant et ils voulaient si simplement trouver des loups-garous pour augmenter leur force. En discutant, Sherlock avait attrapé sa canne pour trouver Aleister et a repoussé l'aiguille dirigée vers son visage. Il a réussi à sortir l'antidote, mais à ce moment-là, le cerveau est apparu. Selon Sherlock, c'était le professeur Moriarty. Du côté de Shinichi, Reinhold était toujours en vie. Soudain, le fantôme et Phantom sont tombés directement et un autre membre du groupe du professeur est également apparu. Il a utilisé la magie pour s'emparer du diamant en un instant et a rapidement réglé le cas des deux représentants d'assurance. Lupin et le fantôme s'étaient déjà enfuis, sachant qu'ils ne pouvaient pas récupérer le diamant de ce monstre. Aya a été surprise par le nom Moriarty, car c'était le nom d'un chef d'organisation criminelle censé être mort depuis longtemps. Il retenait le corps d'Aya pour des recherches, et après 8 ans, il était revenu pour créer un gang criminel encore plus grand qu'auparavant. Il l'a fait en rassemblant toutes sortes d'êtres anormaux, et même en prenant un élève inimaginable. Cette personne lui avait supplié pour un corps de monstre. Alors, il lui a enseigné des connaissances sur la chirurgie de transplantation. La personne dont il parlait était quelqu'un qu'ils connaissaient tous trop bien, celui qui avait commis des crimes graves il y a 11 ans, Jack l'Éventreur. Ce Jack était maintenant face à face avec Shinichi. Shinichi avait engagé un bref échange et avait remarqué que Jack lui ressemblait quelque peu. Le professeur Moriarty a révélé que lui et Jack étaient allés au Japon pour trouver des échantillons de démons et de personnes immortelles. En transplantant des démons et des cellules de personnes immortelles, il pouvait créer un guerrier redoutable avec des capacités de régénération incroyables. Il avait expérimenté sur de nombreux sujets, dont la plupart devenaient fous à cause du pouvoir du démon, alors il avait ajusté l'équilibre avant d'opérer sur Jack. Il avait réalisé que le corps immortel d'Aya était aussi un type d'hybride démon, donc elle avait dû être modifiée chirurgicalement par quelqu'un dans le passé. Elle l'a admis et a exprimé son aversion pour la personne qui lui avait donné cette immortalité. Il avait utilisé ses cellules pour rendre Jack immunisé contre les cellules démoniaques. À partir de là, il a commencé à emmener Jack partout pour implanter d'autres espèces en lui. Par conséquent, il avait maintenant des caractéristiques de vampire, mais n'avait pas peur de l'argent et pouvait marcher au soleil. Maintenant, il visait des caractéristiques de loup-garou. En résumé, il avait maintenant une créature avec un corps humain, l'immortalité, une puissance d'attaque démoniaque et des capacités de régénération de vampire. Cependant, cette créature, apparemment invincible, avait encore une faiblesse, Shinichi. Bien que Jack ait battu Shinichi sévèrement, les coups de Shinichi ont néanmoins laissé certaines blessures sur Jack et ont entravé sa capacité de récupération. Jack se souvint alors que Shinichi était le spécimen échappé de Moriarty, tandis que Shinichi se rappela que Jack était la personne toujours aux côtés de ce vieil homme. Shinichi révéla qu'il les avait poursuivis jusqu'ici pour jouer, ce qui poussa Jack à décider d'ignorer Shinichi plutôt que de lui ôter la vie. La femme vampire essayait maintenant de séduire Shizuku. Elle a rapidement attrapé un crucifix à proximité et a poignardé le vampire avec, causant une douleur intense et lui donnant envie de finir Shizuku. Cependant, Jack a tiré une fusée éclairante pour signaler à tout le monde de partir. Le professeur, voyant que Jack avait obtenu ce qu'il voulait, a également appelé Aleister et Frankan à partir. Avant de partir, il a révélé le nom de l'organisation qu'il était en train de créer, Night Fist. Shinichi a ensuite retrouvé le groupe de Sherlock et Aya. Shizuku est également revenu saine et sauve. Il ne savait pas où le groupe de Lupin était allé, mais Sherlock savait que Lupin avait utilisé les égouts pour s'échapper, car l'eau de la douve avait été partiellement vidée, lui permettant de s'enfuir. Quant au coffre-fort, il semblait que Lupin avait profité de l'occasion pour le voler, mais Shinichi voulait qu'il regarde sa prestation. Jack était retourné à l'organisation et était sur le point de sortir le diamant pour que le professeur le voie, mais ses vêtements s'étaient déchirés sans qu'il s'en aperçoive. Shinichi tenait maintenant le diamant qu'il avait rapidement arraché à Jack.
Aya avait ensuite déchiffré ce poème. Elle a demandé à Sherlock de tenir le diamant à la lumière, et de l'intérieur, une ligne de texte est apparue: Forêt des crocs. Il semblait que c'était là que vivaient les loups-garous. Shinichi se rappelait que Jack avait fait quelque chose de similaire, donc Night Fist pourrait aussi connaître cette information. Il y a des années, une mère et un enfant loup-garou ont été chassés par des villageois. Ils ont dû se cacher dans une tour, mais les villageois ne les ont pas laissés partir et ont incendié toute la tour pour les tuer tous les deux. De retour au présent, le groupe d'Aya s'est dirigé vers la forêt de Fang dans le sud de l'Allemagne. Aya voulait qu'il soit prudent car il pourrait être embusqué par les hommes de Moriarty. Aya avait déjà rencontré des loups-garous une fois. Les loups-garous pouvaient se transformer en 3 formes. Sous forme humaine, ils étaient à peine différents des humains. Sous forme de bêtes humaines, ils étaient légèrement supérieurs aux humains. Mais sous forme de loups complets, leur sens était considérablement amélioré et leur peau était suffisamment résistante pour résister aux tirs d'armes à feu. Soudain, en marchant, le groupe d'Aya a rencontré un homme barbu. Il a reconnu les 3 comme des détectives qui enquêtaient sur les monstres et a supplié de l'aide, car une fille du village avait été enlevée par un loup-garou. Lorsqu'ils sont entrés dans le village, les villageois les ont évités. Aya a demandé à l'oncle de raconter toute l'histoire. Il y a 1 an, précisément, la petite fille du chef du village a été enlevée et retrouvée morte dans la forêt le lendemain. Sa tête et son dos étaient brisés, son visage était mutilé et déformé, un bras était rongé jusqu'à l'os et son corps était couvert de marques de morsure. 4 mois plus tard, ce fut au tour de la fille du meunier d'être enlevée, et son état était tout aussi horrible. Encore 4 mois ont passé, et la fille du propriétaire du moulin à farine a été la prochaine victime. Les 3 incidents se sont tous produits pendant des nuits pluvieuses. Les marques trouvées sur les corps étaient toutes identiques, et les caractéristiques identifiantes des cadavres correspondaient toutes. Une autre chose était qu'hier, une autre petite fille a été enlevée. Le père avait défoncé la porte pour se précipiter, mais le coupable avait pris la fille et s'était échappé par la fenêtre. Cependant, il n'avait pas plu hier. Il y a 8 ans, les villageois avaient chassé les loups-garous du village avant qu'aucun désastre ne se produise. Lorsqu'on l'a amené à l'église, le père de la fille a été surpris en train de soupçonner un étranger d'être un loup-garou. Mais il y avait 3 étrangers, donc un tel raisonnement ne pouvait pas tenir. Le groupe de détectives est arrivé et Aya ne les a pas encouragés à regarder la vraie forme de la fille. Mais ils ont quand même regardé et ont été choqués. Le père de la fille disparue a traité Aya de monstre, mais elle seule pouvait résoudre l'affaire, alors il devait écouter. Aya a ensuite demandé à voir la scène du crime et a remarqué qu'elle était très en désordre. La cheminée n'était pas allumée la nuit dernière, donc le coupable a dû entrer par là. D'après la taille et les empreintes, on pouvait en déduire que c'était un homme bête. Elle a ensuite demandé à l'oncle barbu de lui apporter les marques de dents des cadavres précédents et de demander à Shizuku de lui apporter une balle de la taille de sa tête. Elle a ensuite demandé à la mère ce qu'ils avaient fait la nuit précédente. Ils ont simplement suivi leur routine habituelle. Des 2 fenêtres, l'une était fermement verrouillée et celle qui était cassée avait été réparée et ne pouvait pas être ouverte. La direction de la fuite du coupable était évidente. Shizuku est ensuite arrivé et on lui a demandé d'aller sur le toit pour observer s'il y avait des traces. Lorsqu'il n'y avait rien, elle a dit à Shizuku de jeter quelque chose. De la poussière s'est élevée en un nuage et l'oncle a ramené les marques de dents. Aya a pu alors conclure que cet incident n'avait pas été causé par un loup-garou fou en liberté, mais par quelqu'un de sensé. Il y avait du sang sur le lit, mais pas de sang sur la voie d'évasion, donc le coupable a dû apporter un sac pour mettre la fille dedans. De plus, la serrure de l'entrepôt était également cassée et il était connu que, il y a 1 an, il avait été cambriolé et des armes et des munitions avaient été volées. Comme cela a coïncidé avec le premier incident, cela devait être pris en considération. Le groupe entier est ensuite allé chez le chef du village. Et il avait des informations sur la forêt de Nan et l'habitat des loups-garous. Il savait aussi quelque chose sur ce diamant. Alors Aya a décidé de négocier avec lui. Elle capturerait et résoudrait le cas des loups-garous dans ce village en échange d'informations de sa part. Selon le chef du village, parmi les 3 suspects du village, il n'y avait qu'un seul docteur, un seul ingénieur et un seul artiste. Les 3 étaient des étrangers venus au village. La méthode pour détecter les loups-garous était de placer des fleurs parfumées ou de taper sur des pots près de leurs oreilles pour les surprendre à cause de leur sens aiguisé, mais les 3 n'ont montré aucune réaction.
Les loups-garous peuvent contrôler leur sang, leur reproduction et leurs caractéristiques, ce qui fait que les loups-garous modernes ne craignent plus l'argent et l'eau bénite. Alors, maintenant, le seul moyen d'éliminer un loup-garou est de le tuer sous forme humaine. Mais si le roi des loups-garous naît, toutes les méthodes conventionnelles deviendront inefficaces. Le roi des loups-garous est une légende sur les loups-garous qui donnerait naissance à un individu considéré comme un dieu du clan des loups-garous. Il avait déjà vu des loups-garous immunisés contre l'argent. Dans le passé, une mère et son enfant loup-garou étaient venus au village et avaient trompé tout le monde. Tout le monde, mais heureusement, la petite fille, Louis, qui venait d'être kidnappée, les avait découverts et avait aidé à chasser les loups-garous du village. Depuis lors, la petite fille est considérée comme la déesse protectrice du village. C'est dommage que la fille ait également été kidnappée par le coupable non identifié. Pour en savoir plus, le groupe de messagers est allé chez l'ingénieur. Il y a environ 13 ans, il avait trouvé une femme enceinte blessée au fond de la forêt, il a appris que la fille s'appelait Rose et a pensé qu'elle était une servante d'une famille qui avait une liaison avec le maître et avait été chassée. À cette époque, les villageois étaient assez tolérants, alors il l'a amenée au village pour s'occuper d'elle. 6 mois plus tard, elle a donné naissance à une fille nommée Jet. Rose vivait principalement à la maison et était une personne intelligente et généreuse. La vie était paisible jusqu'au jour où, en raison de leur ressemblance, Rose a pris Louis pour sa fille et a révélé son identité de loup-garou. Ensuite, les villageois ont brûlé vivante la mère et l'enfant, et cet ingénieur lui-même a confirmé les 2 squelettes de la mère et de l'enfant loup-garou. L'ingénieur fait confiance au médecin, donc il ne reste qu'un seul suspect, l'artiste féminine. Le groupe de détectives s'est ensuite rendu chez l'artiste. Il y a 5 ans, elle est venue ici pour peindre des chutes d'eau, et parce que le paysage était si beau, elle est restée ici depuis. Les parents des victimes lui avaient demandé de peindre des portraits commémoratifs de leurs enfants. Selon l'artiste, le coupable semble être juste un loup sauvage. De temps en temps, tôt le matin ou au coucher du soleil, elle l'avait vu, un loup au pelage exceptionnellement doré. Elle seule avait vu le loup parce qu'elle habite à la périphérie du village. Elle est donc maintenant aussi devenue le principal suspect. Il n'est pas clair si cet artiste est la coupable ou non, mais Aya sait qu'elle a menti au sujet de vivre dans une famille d'artistes et d'avoir été diplômée d'une école d'art. La façon dont elle tient son stylo n'est pas celle d'une vraie artiste. Alors Aya a vu clair. Elle a dû expliquer que, parce qu'elle est maintenant orpheline et souvent victime de discrimination, elle a menti pour éviter l'embarras, ayant été abandonnée depuis l'enfance. Alors que le groupe de détectives était occupé à enquêter sur l'endroit où l'ingénieur avait trouvé Rose, le groupe de la soirée nocturne les observait de loin. Le soir, Aya était présente chez l'oncle médecin. C'est lui qui a entendu le cri de Louis quand elle a été emmenée. Aya a soudainement demandé comment les parents de Louis traitèrent la petite fille, car elle avait vu le fauteuil roulant de Louis, les roues et les accoudoirs étaient sales, mais les poignées à l'arrière étaient extrêmement propres. Louis avait aussi appris à être indépendant, donc peut-être que les parents de Louis ne se souciaient pas du tout de la petite fille. Aya a demandé si Louis était déjà sorti seul. La plupart du temps non, mais il se souvenait qu'il y a environ 1 an et demi, Louis avait disparu et ce n'est qu'à la tombée de la nuit que les villageois ont découvert son fauteuil roulant coincé dans un tas de boue près de la berge, l'empêchant de bouger. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était sortie seule, la petite fille a dit qu'elle voulait aller chez l'artiste. Aya comprenait maintenant mieux la situation de ce village. Soudain, 2 invités sont venus rendre visite. Ils ont immédiatement commencé à se battre et les 2 qui sont venus étaient les numéros 3 et 4 de l'organisation d'assurance. Ils sont venus ici pour trouver le loup-garou, mais maintenant même s'ils volent le diamant, ils ne savent pas comment l'utiliser. Sanuchi a révélé que seul le chef du village sait comment l'utiliser, et il avait promis de le dire à Aya si elle résolvait l'affaire avec succès. Les 2 parties ont décidé de cesser le feu, et numéro 3 voulait qu'Aya résolve l'affaire rapidement. Aya a ensuite dû continuer à soigner Sanuchi, et il a remarqué que Shizuku semblait jaloux de lui. Soudain, il a découvert que des villageois couraient pour entourer la maison de l'artiste féminine. Elle a crié à tout le monde de s'éloigner et a avoué être la coupable qui avait mangé toutes les victimes. Elle s'est ensuite transformée en loup et s'est précipitée dehors. Le numéro 3 a tiré une balle en argent, mais cela n'a eu aucun effet et elle s'est échappée. Le groupe de détectives a poursuivi et combattu l'artiste féminine. Sanuchi a confié Aya à Shizuku pour qu'il s'en occupe et s'est jeté dans le combat.
Les numéros 3 et 4 sont également arrivés et ont tiré quelques coups. Quand Shizuku est allé aider, l'artiste féminine l'a esquivé et s'est précipitée pour jeter Aya dans le ruisseau. Shizuku a sauté en avant, repoussant Aya et se laissant tomber dans la cascade. Bien que le coupable se soit échappé, le chef du village a quand même accepté de partager comment utiliser le diamant. Allez à l'entrée du village, tenez-vous là où se trouve la tour brûlée et attendez que la lumière du soleil traverse la première lettre du poème gravée sur le diamant pour obtenir des résultats. Le groupe de détectives et le groupe d'assurance ont suivi ces instructions et ont révélé l'emplacement du village des loups-garous dans la forêt de Nan. Le groupe de la fête de nuit, voyant les développements, s'est également préparé. Shizuku avait maintenant repris connaissance. Elle avait dérivé en aval et a été sauvée par une louve nommée Nora qui a demandé à 2 amis proches de la réchauffer, l'aidant à surmonter la situation critique. Shizuku a remarqué que ce village de loups-garous dormait à midi au beau milieu de la nuit avec un mode de vie opposé à celui des humains. Les loups-garous n'acceptent pas les humains dans le village. Alors Shizuku devait partir dès que possible. En même temps, Shizuku a également appris que dans ce village de loups-garous, il y avait un cas de tueur en série où les victimes étaient de jeunes filles les jours de pluie. Comme son arme n'était pas du type utilisé sur les corps, il pensait qu'elle n'était pas la coupable. Elle voulait qu'ils attendent qu'Aya arrive parce qu'Aya pouvait résoudre l'affaire. Mais plus les gens entraient dans le village, plus ce serait difficile. Alors Nora a pensé qu'il vaudrait mieux que Shizuku parte. Elle a ensuite préparé du thé pour les 3 loups-garous. Boisson. Ils l'ont tous loué et Shizuku voulait en savoir plus sur l'affaire. On a appris que cela a commencé il y a 1 an avec des décès survenant tous les 4 mois et il y a maintenant 3 victimes. Les victimes sont mortes d'avoir été touchées à la poitrine et les hommes du village perdaient toujours la piste du coupable parce que la pluie effaçait toutes les traces. À chaque fois, personne n'entendait de coups de feu. Jusqu'à présent, ils savaient seulement que le coupable utilisait un pistolet, était très doué pour tendre des embuscades et savait parfaitement effacer les traces. En général, Shizuku ne pouvait rien enquêter, alors il voulait la sortir de là et avait besoin de trouver un endroit avec de l'eau pour aider Shizuku à effacer son odeur. Nora attirerait les hommes pour que les 2 amis puissent trouver un moyen de faire sortir Shizuku. En chemin, Shizuku a appris qu'aucune fille dans ce village ne pouvait s'échapper parce qu'elle serait attrapée par les hommes. Toutes les filles du village seraient forcées par le chef du village de devenir prêtresses pour améliorer la race. Soudainement, les hommes étaient toujours là, donc les 2 filles ont dû faire semblant devant eux. Juste au moment où elles ont réussi à passer, une petite erreur a révélé l'identité de Shizuku parmi les loups-garous. Elle a été poursuivie et finalement entourée par un grand nombre. Elle a pris la parole pour défendre les 2 filles afin qu'elles ne soient pas poursuivies. L'ancien du village est venu et voulait s'occuper de Shizuku immédiatement, mais les 2 filles ont soutenu que Nora avait sauvé Shizuku et voulaient entendre ce qu'elle avait à dire. Ils l'ont ensuite emmenée à la colline de bois pour l'interroger. Celui qui jugeait si elle mentait ou non serait l'ancien du village. Cela faisait longtemps qu'ils avaient construit la colline de bois depuis l'affaire de Rose. Peu importe comment elle expliquait, le doyen du village la considérait toujours comme menteuse. Les 2 filles ont également pris la défense de Shizuku. Soudain, au milieu du procès, un coup de feu a retenti. Tout le clan s'est précipité dans la forêt pour trouver Nora morte par balle. Aujourd'hui, il ne pleuvait pas, mais il ne pouvait toujours pas sentir les traces du coupable. La vieille femme a de nouveau accusé Shizuku, mais les hommes ont soutenu que Shizuku avait été retenue sur la colline de bois tout le temps, alors comment aurait-elle pu le faire ? Les loups-garous ne savaient pas quoi faire, alors ils ont laissé Shizuku examiner la scène. Il y avait très peu de sang autour, donc Shizuku a deviné que ce n'était pas là que le coupable avait agi. Le corps de Nora était mouillé, mais ses vêtements étaient secs, ce qui signifie qu'elle s'était trempée quelque part avant de s'habiller, puis elle a été abattue et le corps a été déplacé ici. Il y avait une marque de balle sur un arbre à proximité, donc 2 balles ont été tirées, mais une seule a fait du bruit. Voyant que Shizuku ne pouvait pas aider beaucoup, les loups-garous ont décidé de s'occuper d'elle car ils ne laisseraient entrer personne d'autre dans le village. Ailleurs, le groupe d'Aya se déplaçait lorsqu'ils ont été attaqués par Franken. Il a entraîné Shinichi et Aya en bas d'une falaise et a coupé le groupe d'assurance. Franken leur a ensuite dit qu'il avait aidé les 2 à se débarrasser du groupe d'assurance. Alors il voulait en retour l'emplacement du village des loups-garous. Même en connaissant l'emplacement, Franken craignait encore que Shinichi puisse mentir. Alors il a exigé de garder le diamant comme garantie. S'ils se rencontraient au village des loups-garous, il le rendrait
Puis, ils sont allés chacun de leur côté. Shinichi et Aya sont arrivés au village des loups-garous, où se tenaient les funérailles de Nora. Avec l'aide d'une louve, Shinichi et Aya ont rencontré Shizuku dans la prison. Aya a demandé les résultats de l'enquête de Shizuku et l'a félicité pour son bon travail. Les hommes ont senti leur odeur et ont décidé de vérifier la prison. Pour éviter le chaos, Shizuku a décidé de rester temporairement en prison, tandis que Shinichi a emmené Aya enquêter sur la scène du crime. Les loups-garous ont rapidement senti leur odeur et les ont poursuivis, mais Aya a dit à Shinichi de contourner un rocher pointu pour qu'elle puisse observer. Elle a aidé Shinichi à trouver un interrupteur et tous les deux ont réussi à entrer dans un tunnel avant l'arrivée des loups-garous. C'est ainsi que le coupable cachait ses traces après chaque crime. Il y avait encore du sang ici et l'arme du coupable était aussi ici, donc les victimes ont dû être tuées ici et leur corps déplacé à la surface. Aya a reconnu ceci comme le pistolet que le père de Louis avait perdu de l'entrepôt. En allant plus loin, ils ont découvert la traînée de sang de Nora et un lac. Un coin semblait avoir été occupé. Sur le mur, il y avait un emploi du temps gravé et ils devaient aller plus loin pour en savoir plus. Pendant ce temps, quelqu'un dans le village humain a découvert par accident le corps de Louis. Le groupe de détectives a trouvé le corps de l'artiste féminine à côté d'un tunnel menant au village humain. Aya comprenait maintenant que Rose avait utilisé ce tunnel pour atteindre le village humain il y a des années. Les deux ont rencontré à nouveau l'oncle médecin et ont entendu parler de la découverte du corps de Louis. En rencontrant les parents de Louis, Aya a demandé comment ils avaient traité Louis avant qu'elle ne devienne la déesse gardienne. Louis était alors considéré comme un fardeau parce qu'elle ne pouvait pas marcher seule. Il y a 8 ans, les parents de Louis avaient prévu de l'abandonner. Ils l'ont laissé dans la forêt, mais de manière inattendue, Jette, la fille de Rose, a ramené Louis au village cette nuit-là. Louis a ensuite révélé l'identité de la mère et de la fille loup-garou cette même nuit. En gros, Louis a été abandonné, Jette a sauvé Louis et Louis a trahi Jette pour se montrer utile au village afin qu'elle ne soit pas abandonnée. Louis était très intelligent parce que si elle ne les avait pas exposés, les villageois auraient enquêté et révélé que ses parents avaient essayé de l'abandonner. Aya commença maintenant à comprendre et décida de retourner au village des loups-garous une fois de plus. Les deux ont utilisé le tunnel pour revenir et ont commodément révisé certaines choses en chemin. Les numéros 3 et 4 ont également découvert le tunnel et ont décidé d'appeler tout le village. Le vampire était entré dans le village et a commencé à le corrompre. Le groupe de Shinichi avait déjà libéré Shizuku de prison. Aya voulait retourner au village parce qu'elle avait plus à clarifier. Elle a demandé à la femme loup-garou à nouveau si c'était vrai que les villageois ici vivaient la nuit et vivaient séparément. Dès la confirmation, elle a assigné Yachinochi pour distraire les loups-garous. Les hommes, en entendant que Shizuku s'était échappé, ont commencé à agir. Franken et Holester, entendant le hurlement, ont également agi immédiatement. Yachinochi a découvert 3 loups-garous qui le poursuivaient. Il les a vaincus un par un en utilisant des tactiques ingénieuses. Aya avait maintenant atteint le cimetière du clan des loups-garous pour déterminer l'indice final. Le village des loups-garous a soudainement été incendié. Les numéros 3 et 4 avaient poussé les villageois à se venger des loups-garous. Les 3 membres du Night Party avaient commencé à massacrer des loups-garous. Aya avait demandé à la louve de déterrer le corps de Nora pour l'examiner. Elle avait dit à Shizuku de revenir pour aider les loups-garous. Elle est retournée pour trouver la louve restante, mais a rencontré le vampire. Le numéro 4 a maintenant affronté Franken et a commencé un duel verbal. Le numéro 3 a rencontré le magicien. Après un moment, Aya avait compris tout le problème et retournait au village pour expliquer. Tandis que les 2 autres camps se battaient, numéro 4 avait enchaîné Franken, mais Yachinochi était venu aider Franken. Le numéro 4 était assez habile avec les chaînes, ce qui rendait difficile pour Yachinochi de gérer. Voyant Yachinochi en difficulté, Franken arracha son propre bras et le lança à Yachinochi, qui le donna un coup de pied pour assommer le jeune homme qui était arrivé. Il a exigé le retour du diamant de Franken et a demandé des nouvelles du corps d'Aya. Il a appris qu'il était encore préservé dans le nid de la Night Party à Londres. Numéro 3 et Holester se battaient toujours à distance. Numéro 3 a lancé une pelle en l'air et a tiré à un angle pour toucher Holester avec le ricochet. Ici, le vampire a découvert que Shizuku ne portait pas de sous-vêtements, mais elle ne voulait pas en parler. Le vampire a informé Shizuku
que parce qu'elle avait déjà été exposée à son poison, elle avait maintenant des anticorps dans son corps. Shizuku n'était pas sûr si c'était vrai, alors le vampire lui a fait une marque sur la jambe. Shizuku est tombée sous son charme à nouveau, mais le vampire a dit que ce qu'elle lui avait dit était vrai et que c'était juste une illusion. Elle est ensuite partie, épargnant Shizuku cette fois-ci. De l'autre côté, le numéro 3 pensait qu'elle avait mangé Holester, mais il avait changé de corps et lui a donné une aiguille. Yachinochi et Aya sont allés rencontrer Shizuku à nouveau. Yachinochi voulait résoudre l'affaire, mais Aya avait quelque chose pour lui à faire. Dehors, les habitants des deux villages se préparaient à un combat général. Enfin, Aya est arrivée et a demandé à tout le monde d'arrêter. Elle a annoncé qu'elle avait trouvé le coupable des deux affaires. Le coupable se tenait sur la colline en bois, qui était à la fois Louis et Nora, ni plus ni moins que la fille de Rose, Jet. De retour sur la scène du crime dans la chambre où Louis a été attrapé, les preuves ont montré que personne n'était entré dans la pièce, mais il y avait des traces de quelqu'un sautant par la fenêtre sous forme de loup. Les empreintes près de la cheminée auraient dû avoir de la poussière autour si quelqu'un était entré par là, mais l'endroit était propre, donc cela a dû être mis en scène. Quand elle a appris que Jet et Louis étaient similaires, elle a suspecté que Jet du passé était toujours en vie. Cette nuit-là, l'artiste qui s'est transformé en loup était en fait Jet déguisé, car les marques de dents sur la jambe d'Yachinochi correspondaient à celles de tous les cas dans le village humain. Il semble que l'artiste ait été tué juste après qu'elle et Yachinochi soient partis après avoir enquêté. Quant au corps de Nora retrouvé la nuit dernière, il a en fait été tué dans la grotte, car si des humains étaient passés, ils auraient eu besoin d'une lampe et les lampes attirent les papillons de nuit là-bas. Seuls les loups-garous peuvent marcher dans l'obscurité sans se couvrir de poussière de mythe. Ainsi, ce corps de Nora a également été créé par Jet. La personne qui avait vécu dans la grotte et qui a été tuée par Jet était assez petite et avait vécu là-bas pendant 1 an et demi, coïncidant avec le moment où Louis a disparu. Avant. Donc, elle était sûre que la personne tuée la nuit dernière était Louis, pas la Nora qu'il connaissait, parce que les deux se ressemblaient beaucoup. Il y a quelques années, Jet a été aidée par Rose pour s'échapper au village de loup-garou et a changé son nom en Nora, mais elle jouait aussi le rôle de Louis pour vivre dans le village humain. Elle a 5 raisons de l'affirmer. Premièrement, les deux villages n'interagissaient presque pas entre eux. Deuxièmement, le tunnel a permis à Jet de prendre seulement un peu plus d'1 heure pour se déplacer entre les deux villages. Troisièmement, les horaires de vie dans les deux villages étaient opposés. Quatrièmement, Louis avait généralement peu d'interactions avec le village et Nora vivait seule, donc personne ne les reconnaîtrait. Cinquièmement, il y avait un lac dans le tunnel qui aidait Jet à effacer son odeur lorsqu'elle passait d'une identité à l'autre. Lorsqu'ils sont retournés au village humain, le corps de Louis a été découvert. Jet avait déterré le corps de Louis, l'avait mordu et déchiré de manière chaotique, puis avait dissimulé la blessure par balle. En d'autres termes, le fait que Jet soit en vie était la cause des deux affaires dans le village loup-garou et le village humain. Aya avait l'impression que Jet était devenu trop obsédé par la vengeance. Il y a 13 ans, Rose s'était échappée de ce village de loup-garou et était venue au village humain. Plusieurs mois plus tard, Jet est né. Après avoir vécu quelque temps, ils ont été découverts par Louis qui a révélé leur identité, entraînant leur mort par le feu. Mais Jet avait survécu et s'était échappé vers le village des loups-garous. Le petit squelette trouvé était celui d'un renard dans la tour. Jet était venue ici et avait changé son nom en Nora, mais elle détestait toujours ce village. Alors elle prévoyait de créer un conflit entre les deux villages. Il y a 1 an et demi, Jet avait kidnappé Louis, mais Louis détestait aussi ce village, alors il a accepté d'aider Jet à se venger. Ainsi, Jet vivait avec 2 identités et recueillait des informations. Il y a 1 an, elle a provoqué des meurtres consécutifs pour accroître l'hostilité entre les deux villages et a organisé des événements pour effacer ses traces. Mais quand le groupe de détectives est arrivé, les choses ont mal tourné. Jet avait choisi l'artiste pour piéger et puis s'est échappée. Elle a ensuite sauvé Shizuku et a délibérément planifié l'exposition de Shizuku. Et pendant que tout le village était en train d'interroger, elle est allée au tunnel, a tué Louis, puis a amené le corps ici pour créer une fausse scène de crime. Elle a tiré sur l'arbre pour éviter que Shizuku ne soit soupçonnée d'être la coupable. Quand tout le monde pensait qu'elle était morte, elle était allée déterrer le corps de Louis pour le ramener au village humain et avait ensuite ouvert un chemin caché pour amener les deux villages à entrer en conflit. Mais Jet pensait qu'Aya avait encore tort. Elle est ensuite partie et a rencontré Yachinochi dans le tunnel. Il l'avait attendu là pour l'attraper,
mais elle a révélé qu'elle était en fait le roi des loups-garous. Alors elle a éteint les bougies pour l'attaquer en embuscade. Cependant, il a réussi à la faire tomber dans le lac et l'a attachée alors que sa fourrure était toute gonflée. Aya est venue pour annoncer que les deux villages avaient réglé les choses. Aya voulait que Yashinouchi libère Jet parce qu'elle avait mal compris. Jet n'a pas exécuté le plan de vengeance, mais pour libérer les femmes sorcières du destin fixé par le chef du village. Le fait qu'elle soit à la fois le roi des loups et une sorcière rendait difficile pour quiconque d'imaginer quel serait son destin plus tard. Alors elle voulait libérer des gens comme elle de ce destin cruel et les aider à s'échapper. En réutilisant à plusieurs reprises des cadavres du côté humain pour simuler des décès du côté loup-garou, elle avait sauvé 3 personnes en sacrifiant 3 autres. À cause de sa conclusion erronée, Aya la laisserait partir et s'il y avait une chance, elle se retrouverait. Aya avait l'impression que c'était la première fois qu'elle se trompait et laissait un criminel s'échapper. Elle savait que les deux villages avaient tiré leur propre leçon, mais était certaine que rien ne changerait. Le film se termine ici et nous devrons attendre la deuxième partie pour savoir ce qui se passe ensuite. Au revoir pour le moment.